C'est maintenant l'heure de lancer la première table ronde. Alors la question, c'est communication interne, communication externe, union, fusion, scission. Et c'est la question à laquelle nos intervenants vont répondre. C'est à vous. Merci beaucoup Karine. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien ? Oui, formidable. Vous ne m'avez pas demandé, mais je vais très bien parce que je suis entourée de 3 grands experts de la communication. J'ai nommé Emmanuel Pierga, directrice Bonjour. Déléguée aux affaires publiques et à la communication de CareInside. Bonjour Emmanuel. Martine Lejossec, directrice et fondatrice de l'agence de communication MLJcom. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Et Hervé Gachan, directeur de la communication de Crédit Agricole, groupe infrastructure plateforme. Bonjour Hervé. Merci. Mes 3 invités sont 3 experts de la communication, je l'ai dit. Ils ont effectivement ce point commun, mais ils ont évolué dans des environnements différents, en agence, chez l'annonceur, en start-up, dans des petites ou grandes structures, dans le public ou dans le privé. Mais ils sont effectivement 3 experts de la communication, comme interne, comme externe, et c'est ce sujet qui est au cœur de notre débat. Communication interne, communication externe, union, fusion ou scission. Mais avant de démarrer, nous vous avons demandé de répondre à une question. Est-ce que vous êtes plutôt comme interne, comme externe ou les deux ? Je pense qu'on va avoir la petite réponse affichée quelque part. J'ai vu les premières tendances émergentes qu'ils vont vers les deux. Alors, je me tourne vers toi, Emmanuel. Tu es plutôt comme interne, comme externe ou les deux ? Alors moi, je suis à l'image de ce sondage, je suis les deux, avec une tendresse particulière quand même pour la communication interne. Pourquoi ? Parce que la communication interne, pendant des années, et je pense que Frédéric l'a un peu dit, ça a été le parent pauvre de la communication. Hein. J'en parlais avec une amie juste là. Pendant pas mal de temps, on pensait que faire un déjeuner de boy scout dans un service, ça suffisait à faire de la communication interne. Or, c'est une fonction clé de ce métier qui construit du sens, qui est stratégique. Si la communication interne n'est pas bonne ou est inexistante, ça se voit tout de suite à l'externe. Donc c'est illusoire de penser que de faire fi de la communication interne, c'est quelque chose dont une entreprise restera indemne. C'est véritablement clé de commencer par construire du sens pour l'interne, pour ensuite le porter vers l'externe. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important et qui reviendra sans doute tout au long de ce débat. Alors, communication interne, communication externe, c'est aussi un débat de riche parce que de temps en temps, il y a des entreprises ou des entités qui n'ont pas de communication interne. Hein. C'est la première communication, la première fonction qui est sacrifiée. Et pour ça, je pense que Martine, elle a des choses à nous dire parce qu'elle a une expérience très riche dans ce domaine, notamment en tant que conseil auprès des entreprises. Tout à fait. En fait, la particularité, c'est, j'irais même plus loin que toi, Emmanuel, c'est qu'en fait, il y a encore des entreprises qui n'ont pas de communication du tout. Je ne sais pas si vous êtes dans l'écosystème des startups, par exemple. Je vous défie de trouver des startups qui ont vraiment des communicants. Alors, ils ont des services marketing en interne, mais des communicants, c'est très rare. Parce qu'en fait, ils sont sur une vision un peu, je dirais, court-termiste, avec de la rentabilité immédiate. Donc, ils ne sont pas du tout dans la vision stratégique de la communication. Donc, il y a encore plein d'entités qui n'ont pas de communication du tout et qui ont uniquement du marketing. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est vrai que j'ai fait, du coup, pour préparer un petit peu cette table ronde, parce que moi-même, je suis passée par le public, le privé, par tout un tas de secteurs d'activité différents. J'ai été en agence et chez l'annonceur également. Je me suis rendu compte que la com interne, tout à l'heure d'ailleurs, j'ai retrouvé un de mes anciens étudiants quand j'étais professeur à l'IICP. Et en fait, je me suis rendu compte, je l'ai eu en 2017-2018, et finalement, je ne suis pas sûre de lui avoir parlé de com interne quand je l'avais en cours, alors que mon cours, c'était qu'apporte le digital dans la communication et aux communicants. Et je suis franchement moi-même étonnée de ne pas l'avoir fait à l'époque. Mais je pense que c'est assez révélateur de la réalité des choses. Il y a encore beaucoup d'entités où jusqu'aux années 2015, il n'y avait pas du tout de com interne. Donc ça, c'est un fait, ce n'est pas une interrogation. Je suis passée par le service public, je vous dirais que dans les ministères,
Les collectivités locales, on ne savait même pas ce que c'était. Moi, j'étais dans une collectivité locale au début des années 2000. Comme interne, ça n'existait absolument pas. Dans les ministères également, c'est à partir des années 2010-2015 qu'ils ont eu aussi des coms internes. Donc en fait, concrètement, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience, et je pense que s'il y a cette table ronde aujourd'hui, c'est pas anodin, une vraie prise de conscience avec ce qui s'est passé avec le Covid, en fait, finalement. Parce qu'on s'est tous retrouvés du jour au lendemain avec les collaborateurs qui devaient rester chez eux, on ne pouvait plus ouvrir ni quoi que ce soit. Et là, on s'est rendu compte non seulement de l'importance de la communication vis-à-vis de tous ces publics externes, mais aussi de la communication vis-à-vis des publics internes. Et ça a été une vraie prise de conscience. Et je pense que c'est plutôt salutaire parce qu'on se rend compte justement du côté, je dirais, crucial et vital de la communication. Alors j'évoquais mon parcours qui est un peu un parcours de slasheuse un peu atypique, parce que je suis passée aussi par l'enseignement supérieur, par l'industrie, enfin je ne vais pas vous faire mon cursus, mais je ne prenais pas la mesure de la singularité de mon parcours parce qu'en fait je ne suis jamais restée dans un seul secteur d'activité, donc c'est quand même assez atypique. Ce qui est une vraie force quand on est consultante aujourd'hui, je m'en rends compte. Donc Fabrice, avec qui je travaille, et d'autres ici, donc Agnès et Meryl, savent très bien que le fait d'avoir un parcours comme ça divers, c'est une vraie richesse quand on fait de la formation et de la facilitation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à une époque de ma vie, et c'est là que je vais faire le lien avec Hervé, j'ai été aussi responsable de la communication interne dans une filiale d'Amundi Investment Solutions, qui s'appelait Amundi Yes, qui était une filiale d'Amundi, qui est donc la partie donc asset management du Crédit Agricole. Donc là, je vais faire le lien avec Hervé. Mais tout ça pour vous dire qu'à l'époque, c'était dans les années 2010, en fait, mon rôle en tant que com interne, c'était juste d'organiser des déjeuners entre la direction et les collaborateurs, de m'occuper des pots de départ en retraite, de la galette des rois et d'organiser donc la fête pour Noël et ce genre de choses. Voilà, c'était ça la com interne. Il y avait juste la petite touche organisation de l'Assemblée Générale qui était quand même le plus gros dossier, mais pour tout le reste, on était vraiment dans quelqu'un parlait de party on balloons, c'était un peu ça quoi. Donc voilà, le lien avec Hervé, je te laisse reprendre la suite. Merci Martine. Donc n'y voyez pas là Crédit Agricole et puis déjeuner. Ça a changé, je vous rassure, ça a changé énormément. Ne vous inquiétez pas, mais on le fait aussi quand même. Donc voilà. Et Amundi d'ailleurs est une très belle entité du groupe qui recrute dans la communication. Donc n'hésitez pas. Une petite minute promo, on va pas se gêner. Donc Dalibor, à la question finalement comme interne ou comme externe à choisir, j'ai envie de dire, et ma préférence c'est une situation assez complexe. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Enfin, j'ai pas commencé par de la communication, j'ai commencé par de l'informatique. Donc voilà. Et puis après, je me suis formé, j'ai accompagné. Je suis passé par l'interne assez logiquement en fait pour aller vers l'externe. Et maintenant, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille dans différents métiers du groupe Crédit Agricole. J'ai fait des paiements et puis maintenant je fais l'informatique. Mais du coup, je me suis rendu compte d'une formidable chose en découvrant et en devenant justement manager et responsable de l'ensemble du périmètre de l'interne et de l'externe, que on a une formidable équation à résoudre, qui est de se dire finalement comment est-ce que grâce à ma vision, mon image, ma marque, ma raison d'être, enfin cette chose qu'on communique à l'externe, finalement je peux faire grimper au rideau, pour le dire clairement, les gens de l'interne, les faire adhérer, les faire embarquer. Voilà, il y a ce sujet-là. Donc j'ai envie de dire que probablement ma tendance naturelle, historique très l'interne, et finalement les résultats, les objectifs, les KPI qu'on peut fixer sur de l'externe sont une formidable puissance. Et en même temps, il faut que cet externe soit quand même la juste représentation de l'interne et donc des hommes et des femmes. Sinon, je pense qu'à mon avis, on va droit à l'échec de présenter une marque qui n'est pas incarnée vraiment par ses collaborateurs. Donc du coup, voilà. Donc, je ne sais pas choisir. Voilà. Et vous comprendrez par la suite aussi pourquoi je ne sais pas choisir. Mais voilà. Donc moi, je ne sais pas faire. Et quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire que c'est un tout et il faut qu'on soit tous ensemble, quoi. Voilà. Merci Hervé, on ne t'en veut pas. Si nous allions plus loin dans la réflexion, communication interne, communication externe, finalement, union, fusion ou scission. Emmanuel, sans vouloir faire le tour de l'horloge, je te redonne la parole. Alors, je vais choisir aucun des trois. Communication interne, communication externe, donc chacun, on va pas faire un cours de première année d'école de com, mais on sait qu'on a des cibles qui sont différentes. En revanche, il est indispensable, mais vraiment indispensable, et je pense qu'on a quelques katas à l'esprit, de coordonner ces deux métiers. Si on ne coordonne pas la communication interne avec la communication externe et vice-versa,
c'est catastrophique. On a tous à l'esprit des nominations. Si vous apprenez la nomination de votre patron ou du patron de l'entreprise par la presse, vous le prenez mal et vous avez raison. La première politesse à formuler vis-à-vis de ses collaborateurs, c'est d'abord de présenter un dirigeant en interne. Donc ça, c'est important. Si, et j'en reparlerai plus tard dans le débat, l'externe ne ressemble pas à l'interne, c'est quelque chose qui peut être tout à fait aussi catastrophique en termes social. Et là-dessus, on rentrera dans plus de détails peut-être plus tard dans le débat aussi. Donc, véritablement, si ces deux ces deux fonctions ne sont pas coordonnées, quelque part, il y a un dysfonctionnement de l'un ou de l'autre et on n'atteint pas les objectifs. Donc voilà. Donc, ni scission, ni fusion, ni union, mais coordination harmonieuse entre les deux types de communication. Merci Emmanuel. Hervé, est-ce que tu peux nous partager ta vision ? Oui, ma vision, vous l'avez compris dans mon propos de préambule. Je suis parfaitement d'accord avec Emmanuel. La coordination, c'est une impérieuse nécessité. Enfin, il faut même unir ces deux catégories de professionnels, j'ai envie de dire, si on devait les catégoriser. Donc, bien évidemment, je pense qu'il est de notre responsabilité, je pense les managers de com, de pouvoir agréer et agréger toutes ces compétences au profit des objectifs, finalement, de com qu'on se définit, au profit de l'image qu'on veut donner, au profit de la marque qu'on veut accompagner, au profit de l'engagement qu'on souhaite. Donc du coup, moi j'ai envie de dire que, très rapidement, mais on est dans l'impérieuse nécessité d'union, l'impérieuse nécessité de coordination, pour le coup, parce que sinon, je pense, comme l'évoquait Emmanuel dans quelques-uns de ces exemples qu'elle a pu nous citer là, sinon on va droit dans le mur et ça se voit et ça peut faire de plus en plus mal, quoi. Voilà. Pour la marque, pour les hommes et les femmes, enfin voilà, pour tout le monde. Donc du coup, union. Voilà. Merci Hervé. Martine, est-ce que tu peux nous partager ta vision ? Oui, alors pour reprendre une expression, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit déjà, voire 100%, voire 1000%. Pour reprendre une expression peut-être une image un peu plus triviale, je vais me rapporter à l'image du mariage en fait, mais un mariage qui serait un peu différent. Donc déjà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a sûrement pas de divorce, en tout cas, entre la com interne et la com externe, ça c'est sûr. Mais ça va même au-delà d'un mariage classique et traditionnel, parce que c'est un mariage où à la fois les deux parties prenantes ne sont pas qu'amants, ils seront aussi amis, ils seront aussi collaborateurs et partenaires. Donc c'est un mariage puissance 10-10 où il y a vraiment... je dirais, pour moi, je serais plus dans la fusion, quelque part, pour le coup, mais de la fusion à tous les points de vue, parce que ça peut être compliqué, effectivement, je ne vais pas revenir sur les exemples, s'il y a donc des choses, des annonces qui sont faites, des messages qui sont portés à l'extérieur, sans se préoccuper en premier. Et c'est là que c'est compliqué, parce que finalement, il faut toujours se dire qu'en premier, il faut se préoccuper de l'interne. C'est vraiment s'il y a un process à définir, c'est point 1, d'abord l'interne, et après on voit ce qu'on fait à l'externe. Et c'est pas, à mon sens, je suis pas sûre que ce soit encore dans toutes les têtes et dans tous les process de cette manière-là. On pense toujours à l'externe, on pense toujours aux journalistes, on parlait des relations médias, on veut toujours chouchouter les journalistes, et finalement c'est pas forcément les personnes les plus importantes pour l'entreprise. On se rend compte que ça reste toujours les collaborateurs. Alors petit warning quand même là-dessus, c'est que là on est un peu dans la physionomie grand compte, grande entreprise. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a plein de TPE, de PME, de TI qui n'ont pas du tout, déjà, qui ont à peine un service communication. Donc c'est clair que souvent, c'est pour ça que je reviens à cette image de mariage, finalement ça va être la même personne, parce que déjà s'il y a un service communication et un communicant, quand on est dans une petite PME, c'est déjà pas mal du tout. Donc je dirais que c'est à géométrie variable, en fait, il n'y a pas de schéma idéal. Ça va être à géométrie variable, notamment en fonction de la taille de l'entité, et puis aussi le caractère international ou le déploiement au niveau du territoire. Typiquement, vous avez le siège social et puis plein de business units et de territoires différents. Donc il faut savoir combiner tout ça. Donc il n'y a pas de modèle type. C'est vraiment à géométrie variable, mais il y a quand même cette idée de collaboration très forte que moi j'appellerais plutôt fusion. Moi je serais plutôt dans la fusion. Merci à vous trois. Bon, on l'a entendu. Coordination, union, fusion. Mais effectivement, il n'y a pas de schéma type. Mais si nous devions retenir qu'un seul message fort, une
quelque part, phrase clé de vos interventions, quelle serait-elle? Martine, tu as le micro, je te propose de le garder. Oui, Quelle sera tout ta à fait. punchline? Je vais reprendre ce que je viens de dire. En fait, c'est surtout, n'oubliez pas que la communauté la plus importante pour une entreprise, ce sont les collaborateurs. Donc, en numéro 1, pensez toujours à vos collaborateurs d'abord. Emmanuel, C'était quelle vraiment serait court. ta punchline? Oui, alors je reviens sur l'idée de la coordination, mais même de la globalité. La communication, c'est comme un être humain. Il est vraiment, elle est entière, elle est globale. Moi, j'irais même par pas de... Lorsque vous... l'être que vous êtes à l'intérieur, dans votre cercle privé, a forcément un impact sur l'être que vous êtes à l'extérieur, lorsque vous allez travailler, lorsque vous êtes en représentation. Ben, la communication, quelque part, il y a des techniques de communication. Alors, ça ne fait pas punchline, je suis désolée, j'ai besoin d'un peu de sous-titres. Il y a d'ailleurs des techniques de communication que j'ai utilisées qui s'appellent Luminizer, où, en fait, on représente une communication par tous les membres de l'être humain. Une communication, c'est comme un être humain, elle est globale. Merci Emmanuel. Hervé, pour terminer, ta punchline ou ton message clé? Moi, je vais dire en punchline, c'est pour moi la communication doit être un collectif fort avec une vision à 360 pour répondre aux objectifs de l'entreprise et finalement et de sa marque, quoi. Voilà. Merci Hervé. Tu plébiscites cette approche de communication globale, communication 360. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, et c'est ce que je disais en préambule. C'est là où je vais un peu détailler ce que je disais en ouverture. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, le clivage interne-externe, pour moi, doit disparaître. Voilà, ça c'est ma conviction à moi. Je pense qu'aujourd'hui, et Frédéric l'a dit très bien ce matin, content is king. Voilà, enfin, la solution, elle est là. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons autour de nous des professionnels de la communication qui sont tous formés. Peut-être qu'on en reparlera avec Martine tout à l'heure, mais qui sont formés à diffuser un message en fonction de cible. Cette cible, ça peut être la com, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des parties prenantes, parce que finalement l'ambiguïté de la communication quand vous vous adressez à votre conseil d'administration, est-ce que c'est un client, est-ce que c'est quelqu'un de l'interne, et donc ce sujet, il arrive un peu assez vite. Donc on a tendance à se dire finalement, mais où est-ce qu'on est? Finalement aujourd'hui, tous ces éléments-là, pour moi, font que il faut faire disparaître ce clivage-là. Il faut qu'on arrive à se dire que finalement l'information, alors est-ce qu'après c'est des modes serviciels dans nos entreprises, dans nos directions de com, où finalement on met des gens en face, et moi c'est la solution que j'ai mise en place chez nous, mais elle peut être multiple. On a 2-3 types de communication, de direction de com qu'on peut mettre en place, mais je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, non, la com interne n'est pas réservée qu'aux ressources humaines, et c'est pas elle qui doit communiquer sur la vie de l'entreprise, c'est l'ensemble des collaborateurs. Non, la com externe n'est pas réservée uniquement qu'aux marketeurs, voilà, ainsi de suite. Il y a la com produit, il y a la com externe, il y a le sens, il y a la raison d'être, il y a tous ces gens-là. Donc je pense qu'aussi c'est d'affaire à des professionnels. Non, la com digitale ou la com sur les réseaux sociaux, si on détaille un peu et si on va vers l'externe, n'est pas réservée qu'à des jeunes geeks. D'ailleurs, Frédéric nous l'a encore dit ce matin, qu'à des jeunes geeks, mais c'est réservé à des professionnels. Et en fait, dans son ensemble, c'est là où je veux venir, c'est que aujourd'hui, on doit professionnaliser cette filière, on doit passer de cette posture de dire finalement je réponds aux besoins de quelqu'un qui vient me voir, à lui dire non, la com est un métier, bien évidemment. Du coup, moi, donne-moi ton besoin. Et en fonction de ton besoin, je te dirai comment on va le réaliser et comment on peut le faire. Et je te recommanderai ça. Et après, je te parlerai des outils. Voilà pour moi ma conviction forte. Et je suis intimement convaincu qu'en faisant monter en compétence nos collaborateurs qu'on a aujourd'hui, en faisant monter en compétence les centres de formation, tout genre de choses, on va arriver à ça. Et ça donnera encore plus de valeur à notre métier. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Martine, est-ce que tu veux nous partager, tu as plébiscité une forme d'union de la communication, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette approche d'union 360? Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, en fait, c'est ce que je disais. En fait, c'est plus une question je dirais, d'étapes et de process, en fait, finalement. Comme je disais, de penser d'abord à l'interne, pour pouvoir justement ne pas avoir cette mauvaise surprise de découvrir dans le journal ou dans les médias qui est notre nouveau boss. Ça, c'est juste pas possible. Ou qu'on vient de racheter une entreprise, ou qu'on vient d'être acheté, c'est encore pire. Mais ça, c'est déjà arrivé.
c'est du vécu. Donc ça, c'est juste délétère. Donc en fait, communication interne, j'ai envie de dire aussi que d'aller même au-delà et de développer un petit peu, ça va faire plaisir à Fabrice parce que je vais parler du CFPJ. Et notamment, j'anime moi un atelier régulièrement qui s'appelle Booster l'interactivité de sa communication interne, tout un programme, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore trop de communication interne top-down, c'est-à-dire c'est uniquement des messages de la direction aux collaborateurs. C'est pas ça la com interne. La com interne, c'est aussi écouter les informations qui remontent des collaborateurs, savoir les écouter, les interroger, prendre la météo de leur humeur, de tout ce qu'ils ont à dire, de leurs idées, de les faire travailler en mode projet. Et c'est aussi la notion de transverse, c'est-à-dire que c'est pas uniquement du top-down et du remontant, c'est aussi entre eux comment ils échangent et comment ils collaborent et qu'ils travaillent donc ensemble. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est intégré, c'est je crois qu'elle est passé le temps et il est mort le temps uniquement de la communication top-down. Mais ça vaut aussi pour l'externe, j'ai envie de dire. Hein. C'est d'autres façons de collaborer. C'est pour ça que je pense que ce qui est le plus symptomatique de ça, peut-être le plus révélateur, c'est les programmes d'employés advocacy. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est le fait de comment on embarque les collaborateurs comme ambassadeurs de la marque. Alors bien sûr, ça reste du volontariat. On ne va pas obliger quelqu'un à parler de sa marque. C'est là qu'on voit aussi que l'importance d'être fier de travailler pour une marque, parce que s'il n'y a pas ça comme postulat de base, ça ne fonctionne pas. Et c'est tout ce dispositif d'employé advocacy qui, je trouve, est très riche parce que c'est à la fois de l'accompagnement des collaborateurs, de la formation, de l'acculturation digitale, parce que, bien sûr, il faut qu'ils soient aussi à l'aise avec les outils. Si on leur demande de partager sur les réseaux sociaux, il faut à minima qu'ils soient à l'aise sur les outils. J'ai envie même de dire de façon un peu plus, je dirais, poil à gratter, qu'il faut aussi que le top management soit à l'aise avec les outils. Moi, j'ai fait plusieurs, petit aparté, j'ai déjà fait plusieurs formations de top managers dans le plus grand des secrets d'ailleurs quasiment, hein, parce qu'il ne fallait pas que ça passe par les RH, surtout pas. C'est-à-dire, ils voulaient une formation à Twitter et LinkedIn, par exemple, hein, pour faire simple, mais il fallait surtout pas que ça passe par la DRH. Donc, en fait, c'était des prestations de conseil, hein, c'était pas sous le biais de la formation. Et c'était à la cave? C'était des top... Non, quand même pas. Non, mais il y en a plein. Non, c'était pas à l'époque Amundi, c'était dans mon avis depuis. Mais ça m'arrivait plusieurs fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment embarquer une entreprise dans la transformation digitale et puis après les collaborateurs dans des programmes d'employés advocacy si soi-même, en tant que top manager, on n'est pas à l'aise avec les outils. Il faut déjà quelque part que ce soit la première étape. Donc, j'ai envie de dire que comme interne, comme externe, c'est plein de choses. Mais à chaque fois, il y a des mots que j'aime bien. Moi, c'est tous les mots qui commencent par co. Alors, co-créer, collaborer, communiquer. Vous voyez, tout ça, ça commence par co. Donc, ce sont vraiment ces mots-là qu'il faut travailler et qu'il faut utiliser, il faut même en abuser, je dirais, au maximum. Merci beaucoup Martine. Emmanuel, tu as fait le parallèle tout à l'heure de métier de la communication comme un corps, comme un ensemble. Est-ce que tu peux nous détailler du coup cette approche, cette vision sur cette approche globale, communication 360 ? Alors, la communication 360, je ne vais pas vous faire l'injure, vous tous communicants, de vous décrire ce que c'est. C'est vraiment, vous prenez un sujet et vous prenez l'ensemble en fait, des canaux de communication qu'on va utiliser et il faut bien faire attention à ce que tout ça soit cohérent. Hein. Et ça, c'est très important. Alors, ce que je voulais aborder là-dedans, parce qu'on ne l'a pas tellement abordé, enfin, Martine un peu, et d'où l'importance de nos métiers, c'est la nouvelle sociologie des entreprises, hein, des recrutements, ce qu'on appelle les nouveaux talents. D'abord, les nouveaux talents, il faut savoir qu'on se les arrache, que c'est eux qui choisissent leurs entreprises, et que si on n'a pas cette cohérence qui nous est tenue par cette technique de 360, mais je pense qu'on pourrait l'avoir même de manière intuitive, eh ben, ils se barrent ou ils ne nous choisissent pas comme employeurs. Hein. C'est-à-dire que s'ils se rendent compte que c'est noir à l'intérieur et c'est tout clair à l'extérieur, eh ben, ils vont ailleurs, puisque de toute manière, ils ont l'embarras du choix. Donc ça, c'est une première chose posée. Donc, au-delà du fait que c'est bien d'être cohérent en tant qu'individu et a fortiori en tant qu'entreprise, en termes de valeurs, si on n'a pas bâti cette cohérence, on n'attire pas les talents, 2, on perd, comme les choses se savent un peu partout, l'intérieur et l'extérieur, de plus en plus
se correspondent beaucoup plus qu'à n'importe quelle autre époque. J'ai quasiment, alors Frédéric a dévoilé son âge, je suis pas loin du sien, donc voici là aussi. Moi, je suis encore plus vieille que lui. Allons-y, c'est le club des quinquas. Donc effectivement, avant, on pouvait cacher des choses. Maintenant, on peut plus. Donc, quand on n'est pas cohérent à l'intérieur d'une entreprise, ça se sait et c'est répulsif. Donc c'est clé, ce fameux 360. C'est même indispensable. Sinon, il n'y a pas du tout d'attraction des fameux talents. Et ce qui est important aussi sur la nouvelle sociologie, donc ça attire les talents et surtout ça préserve quelque chose sur lequel tous, il faut qu'on soit non seulement conscient, mais très très scrupuleux, c'est la construction de sens. Vous attirez vos talents à partir du moment où effectivement vous aurez un sens, et de préférence un sens avec une forte valeur bénéfique pour la société. Ces fameuses entreprises à mission qui sont en train de fleurir partout. Pourquoi ? Parce que effectivement vous attirez les meilleurs aussi. Lorsque vous êtes une entreprise à mission, alors là, je vais vous redire quelque chose. C'est peut-être pas totalement vrai sur tous les métiers, mais c'est vrai que dans les études de sociologie, ce que nous montrent les recrutements, c'est que c'est plus le salaire qui vient en premier, c'est véritablement l'aspect RSE. Il y a des gens qui me disent non, si, c'est l'argent qui nous attire et tout. Bien sûr, il ne faut pas que les salaires soient ridicules, mais entre une entreprise qui a un bon salaire ou qui a un salaire correct, qui a un salaire du marché et une empreinte sociétale tout à fait bénéfique, et même une entreprise à mission et quelqu'un qui paye super bien, suivez mon regard, je vais ne nommer personne, et qui en revanche a une éthique complètement pourrie, c'est sûr que les talents iront vers la première catégorie. Donc c'est ça qui est très important dans cette cohérence du 360. Et donc ça me fait dire que la com est vraiment au cœur de la valeur d'une entreprise. Parce que, c'est la première qui attire ou qui n'attire pas les talents et les gens qui vont constituer cette entreprise. Et le sel d'une entreprise, je vous le rappelle, ce sont les femmes et les hommes qui la constituent. Donc je pose une pierre que je vais ressaisir à la fin sur, effectivement, le côté essentiel de la communication dans la valeur de l'entreprise. Merci beaucoup, Emmanuelle. On déplore, on constate que la communication, quand elle n'est pas inexistante, je te fais un clin d'œil, est mal positionnée. Quels sont les risques et les impacts ? Martine, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux un petit peu nous étayer tout ça ? Excuse-moi, tu peux répéter Vous pouvez répéter la question ? Tu m'as pas bien entendu. Excusez-moi, je vais clarifier la voix. Alors, on déplore, on constate que la communication, quand elle n'est pas inexistante, quand elle est inexistante, ou elle est mal positionnée, quels sont les risques et les impacts ? C'est carrément le risque de disparaître, j'ai envie de dire, pour être radical. C'est-à-dire qu'en gros, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé malheureusement pour certains. Mais en fait, si vous imaginez une entreprise lors du Covid qui n'a pas de com, comment elle prévenait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour prévenir leurs clients, leurs collaborateurs et autres, donc ça disparaît complètement. Et comment on peut continuer à perdurer alors qu'on propose plus rien pendant une période donnée, enfin plus rien de concret. Il faut qu'on continue à fidéliser par les valeurs, là il y a des mots très intéressants et qu'on n'avait pas peut-être prononcés jusque-là, mais qui sont pour moi sont cruciaux, c'est sens et valeur, parce que Emmanuelle a raison d'insister là-dessus, parce que c'est aussi, ça fait appel à ce que, à des travers de la communication. Moi je parle de ça, j'ai commencé, je vais vous dire, j'ai 58 ans, donc j'ai commencé mon métier au siècle dernier.
pour tout vous dire. Et il y a eu quand même une époque où la communication, c'était juste des questions d'image, mais vraiment d'image. Il fallait que ça fasse joli, que ça fasse propre, que ça fasse très corpo. C'était l'époque où on pondait des brochures corporate et instit à tour de bras. Nous sommes les leaders sur notre marché, nous sommes les meilleurs. Enfin, vous voyez à quoi je fais référence. Et en fait, le problème, c'est que ça fonctionne plus du tout. De toute façon, déjà, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais intéressé qui que ce soit. Je vous défie de me dire qui a lu une brochure corporate du début jusqu'à la fin. Bon, déjà, c'est fait. Martine, avec tous les sous, obligé pour la valider. J'en ai fait des tonnes. Pour la valider, Martine, on était obligé. Pour la valider, voilà. Le Uniquement nombre de quand on devait relectures. vérifier l'orthographe et la virgule qui allait bien et que la photo du président était bien rendue. Voilà. Les communicants lisent les brochures corporate. Voilà, mais à part nous, je défie de dire qui lisait ces brochures. Donc, mais tout ça pour dire que finalement, on n'est plus dans le fait de dire on est plus beau, on est les meilleurs. On demande des preuves, en fait, et ça vous échappera pas non plus. Ça fait tout à fait écho avec ce que disait Emmanuel sur la quête des nouvelles générations qui ont besoin de sens et de valeur, mais pas juste du déclaratif. Il suffit pas de dire ah nous on est super RSE, on fait plein de trucs pour l'environnement, pour la parité, youpla boum. Si dans la réalité des faits, il n'y a pas de preuves. En fait, la communication, c'est pas inventer une belle image, c'est partir d'une réalité, de l'ADN de l'entreprise, de ce qu'elle est vraiment dans ses tripes, j'ai envie de dire, parce que pour moi, l'entreprise aussi, c'est quelque chose d'incarné, notamment par ses collaborateurs et ses dirigeants. Mais qu'est-ce qu'elle est? Et c'est là-dessus qu'on va, je dirais, communiquer sur la vérité de l'entreprise. C'est pas créer une image factice, c'est vraiment parler de ce qu'elle est vraiment. Donc voilà. Merci beaucoup, Martine. Quand on a échangé pour préparer notre table ronde, notre intervention, Hervé, je t'ai entendu dire, et ça m'a interpellée, qu'en fait, il n'y a pas de besoin de communication tant qu'une crise n'émerge pas, qu'elle soit interne ou externe. Et tout d'un coup, ça devient un petit peu le problème de la communication. Comment gérer la crise ? Oui, c'est un grand sujet qui permet de mettre en lumière vraiment toutes les expertises de la communication. Alors, parfois un peu trop tard, mais on essaye de se raccrocher aux branches, mais du moins, et d'expliquer aussi son positionnement dans l'entreprise. C'est de se dire finalement, est-ce que moi aujourd'hui en tant que communicant, je suis au bon endroit? Est-ce que finalement j'arrive à avoir l'information? Est-ce que j'arrive à capter les signaux faibles ou les signaux forts d'une crise qui peut arriver? Est-ce que j'arrive à avoir tous ces éléments-là? Et pourquoi je fais le parallèle à ça? Parce que finalement, historiquement, ou alors parfois par envie de certains dirigeants d'avoir la communication et de vouloir travailler sur le sujet parce que ça leur plaît, finalement, on n'est pas forcément au bon endroit. Et donc, la crise va tout de suite montrer qu'on n'est pas au bon endroit. Vous n'avez pas accès à l'information, ça ne va pas assez vite, vous ne connaissez pas, vos dossiers ne sont pas assez suffisamment travaillés, les relations médias, on en parlait encore tout à l'heure, ne sont pas assez poussées. Et donc, du coup, là, on voit finalement. Donc, pour moi, l'exercice de com de crise, qui, à mon avis, est un exercice qui doit forcément être accompagné de communicants. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincu et pas forcément d'experts. Dans des entreprises très technologiques, généralement, ce sont les experts qui gèrent ça et puis ils essayent de régler le problème. Et puis finalement, on voit que ça sort en externe. Vous commencez à avoir un flou sur Twitter qui commence à arriver. Finalement, vous avez que des gens qui témoignent, et puis après vous avez des clients, et puis vous avez BFM qui arrive en bas et qui dit comment ça se fait que ça plante. Et puis après, vous voyez que ça monte, vous n'êtes pas encore au courant. Et là, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et là, c'est compliqué. Et c'est là où on doit avoir l'expertise, justement. Le temps de se dire, je vérifie mon message, comment je le travaille, avec qui je le travaille, comment je le fais, quelles sont les parties prenantes. Enfin, voilà. Et donc, pour moi, c'est un exemple clé qui est cette com de crise, cette gestion de com de crise. Déjà, posez-vous la question, est-ce que dans votre entité, vous gérez la com de crise, dans votre direction? Déjà, il y a un vrai sujet là de crédibilité de la communication au sein de l'entreprise, ou est-ce que vous accompagnez du moins ce genre de choses? Et je trouve que c'est un vrai exemple pour montrer là qu'on a besoin dans ces cas-là de profils, je reprendrai le contenu, l'information, à qui je l'adresse. Est-ce que c'est à mes collaborateurs? Est-ce que je dois les rassurer sur l'image, sur la valeur de la boîte, sur qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement je dois leur donner plus d'informations? Mais n'oublions pas que finalement, quand je leur donne plus d'informations, finalement, ça va peut-être ressortir également. Enfin voilà, c'est la porosité de ces passerelles-là aussi qui est souvent complexe à gérer. Mais du coup, voilà, la transparence, le bon positionnement, je trouve que c'est un exemple clé et fondamental quand on doit réfléchir sa communication sur l'intérêt qu'on peut porter à la communication, quoi. Voilà. Merci Hervé. Emmanuel, je crois savoir que tu as une idée très ferme sur le positionnement de la communication. Sans vouloir te spoiler, est-ce que tu peux nous le partager? Alors,
Mais de toute manière, c'est tout à fait cohérent avec ce que vient de dire ma conviction, et j'espère que vous allez la partager. Mais en tout cas, ce que vient de dire Martine, hein, sur les talents, Hervé sur la partie com de crise. Une crise mal gérée en com, ça vous fait en l'air une boîte, hein, c'est-à-dire dépôt de bilan. Hein. Quand je dis ça vous fait en l'air une boîte, ça dépend de sa taille. Mais donc... je reviens à quelque chose, vous allez voir, je ne perds pas le fil, je reviens à quelque chose que j'ai vécu et que j'espère que maintenant elle n'appelle plus comme ça. Moi aussi, je fais de la communication depuis longtemps et nous étions, et c'est sans doute encore le cas, je le regrette, rangés dans les fonctions support. Quel horrible nom que ce fonction support. Hein ? On est d'accord ? Je veux dire, supporter quelqu'un au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire que vous l'aidez, quoi. Hein, vous l'aidez, mais vous faites que ça, en fait. Hein, vous n'avez pas d'existence propre. Or là, ce qu'on vient de démontrer, et j'espère qu'on vous a convaincu, enfin bon, vous êtes communicants, vous êtes convaincus, mais on vous a donné les arguments pour aller convaincre vos patrons, si jamais ils sont encore à convaincre, c'est que la communication, c'est pas une fonction support. Non. C'est une fonction stratégique. C'est une fonction au cœur de l'entreprise. J'ai bien aimé quand Vassila a dit « Bon, je vais au COMEX, quand je représente le marketing, ça va. Quand je commence à parler de com, déjà, ils baissent le nez et commencent à regarder leur mail. » Enfin, elle n'a pas dit ça comme ça, mais bon. Hein. C'est ça dont il faut se rendre compte, c'est que la com est au cœur de la stratégie d'une entreprise. Vous êtes mauvais communicant, vous gérez mal une crise, votre entreprise, elle a une décote au niveau de son cours de bourse qui est catastrophique. Hein. Vous êtes obligé de virer des gens. Vous ne pouvez pas recruter parce que vous avez une mauvaise image. Tous les talents, je vais vous parler des data scientists, des développeurs que tout le monde s'arrache. Hein. Si vous n'êtes pas bon et si vous n'avez pas les bons codes, eh ben c'est fini pour vous. Les autres qui auront les bons codes pourront les recruter à votre place. Donc, c'est véritablement non pas... Alors, on arrête la fonction support sur la com et on parle, vous bombez le torse et vous dites que vous occupez une fonction stratégique de l'entreprise. Bravo. On revient à la fierté qui était tout à l'heure. Hein. C'est exactement ça. Merci. Quel punchline. Quel punchline, quel beau mot de la fin. Bravo à tous les quatre, hein, c'était super intéressant. Personnellement, j'ai toujours préféré la com externe à la com interne, mais je ne vais pas relancer le débat. Voilà. Sachant qu'il faut servir effectivement de la com externe, comme vous l'avez dit, pour rebondir en com interne. Et j'aime bien ta notion de fonction stratégique, je me sens plus... Voilà. Tu te sens plus grand. Plus important dans l'organisation. Je crois que c'est le temps des questions-réponses oui. à distance. Tout à fait. Donc, encore merci. Hein, vous avez interagi sur le M-Survey. Alors, j'ai noté effectivement quelques petites remarques qui vont dans le sens de nos échanges. Finalement, se poser la question comme interne, comme externe, finalement, ça peut être la même équipe, voire la même personne finalement qui est dans cette mission. J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas qui l'a dit, fusion et union font la force. Donc finalement, on revient à cette idée de la force du collectif, de la collaboration. J'ai peut-être une question que je peux vous adresser. Est-ce que finalement, il faut faire la différence en termes de gouvernance entre la communication interne, la communication externe, parfois la communication marketing? Vous y avez déjà un petit peu répondu en parlant de coordination, mais peut-être quelqu'un veut creuser cette question? En fait, souvent, la com interne, externe, c'est le DIRCOM en fait, qui va gouverner tout ça. Mais je reviens pour la question de positionnement, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez insisté. Quand on parle de stratégie, c'est juste incontournable et inconcevable que les DIRCOM ne soient pas dans un CODIR ou dans un COMEX, par exemple. Pour moi, c'est quelque chose de posé. Mais j'ai vu pire. Quand on parlait de sujets d'étonnement, j'ai déjà rencontré des DIRCOM qui n'ont même pas de budget.
Il y a, dans des entreprises, vous avez des DIRCOM qui n'ont pas de budget. On leur demande, au fur et à mesure des propositions qu'ils font, à chaque fois de tout budgétiser. Mais c'est ingérable parce qu'ils n'ont pas de budget annuel. Donc, c'est pour reparler de sujet d'étonnement. Mais en termes de gouvernance, en général, c'est le DIRCOM qui doit faire partie du COMEX et du CODIR. Enfin, voilà, pour moi, c'est même pas une question. Après, marketing, c'est justement, on a parlé tout à l'heure de la porosité qu'il pouvait y avoir entre les deux. Moi, j'ai l'habitude de dire, notamment à mes étudiants et stagiaires, que les communicants sont obligés maintenant de faire un petit peu de marketing parce que, par exemple, moi, j'étais dès l'an 2000, je m'occupais d'un site internet. J'avais à l'époque la casquette de webmaster. Donc, tout de suite, on était obligé de se préoccuper. Ben oui, faire un site internet, c'est bien joli, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent sur le site internet? Donc, on était déjà dans cette notion de KPI. C'est d'ailleurs le marketing qui nous a apporté cette notion de KPI, parce que je vous assure qu'au siècle dernier, on n'avait pas du tout d'indicateur clé de réussite, peut-être les publications presse, mais c'était le seul qu'on avait. On savait que c'était important de faire de la com, on ne savait pas pourquoi, mais on le faisait. Maintenant, on nous demande de justifier pourquoi on sait que c'est important qu'on le fait. Enfin, voilà, c'est vrai que ça, c'est le côté marketing, mais ce que je veux dire aussi, c'est que les gens du marketing sont obligés de faire de la com aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se préoccuper du contenu. Ils ne vont pas juste pousser des messages, ils vont aussi devoir créer des contenus et concevoir des contenus pour attirer les publics à eux, et notamment donc, pour l'acquisition de prospects et pour la fidélisation, parce qu'on oublie toujours que la fidélisation, c'est le plus important et le moins cher en plus, quelque part. Très bien, donc je vois aussi un autre commentaire. Finalement, de plus en plus de collaborateurs suivent l'info de leur entreprise sur LinkedIn. Alors, la personne a écrit alors comme externe ou comme externe. Donc voilà, c'est assez évocateur. Et finalement, la remarque, c'est tout simplement de dire que si on les incorpore pas dans la même direction, on prend le risque de la contradiction et de ne pas avoir finalement des alignements de messages. Alors, j'ai une question très simple et très claire pour vous. Une personne nous demande finalement, est-ce que vous pouvez donner 3 conseils pour un communicant qui aujourd'hui est plutôt sur des activités de com interne pour que finalement il prenne le pas et qu'il aille de plus en plus vers de la com 360 et donc intégrer la dimension externe? Qui a envie de répondre à cette question? C'est toi, Hervé? Non, je t'en prie, Manuel. Non, mais je pense qu'il faut fonctionner par équipe, déjà. C'est-à-dire qu'il aille voir ses collègues de la communication externe. C'est quand même des techniques, c'est pas interchangeable. Ça, j'espère qu'on a été clair là-dessus. C'est vraiment des techniques et un métier particulier, la com interne, la com externe. En revanche, j'ai insisté sur ce mot de coordination. Donc, il faut véritablement avoir une approche systémique en termes de communication. Le fameux 360 qui a été inventé entre autres par les Américains, c'est que on a un même sujet, on va le traiter suivant différents angles. Donc il faut que ceux qui représentent les angles différents soient ensemble dans une même pièce et se parlent. Ça, c'est super important. Donc, coordination des équipes. Dès qu'on a un sujet, on va voir son collègue de la com interne ou de la com externe, ça dépend lequel a le premier sujet. Et on bosse ensemble. Et on fait son 360. Ça, c'est super important. Voilà, je m'arrête là. Moi, je me permets, parce que j'ai vu un autre commentaire, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. J'ai vu, je trouve, un commentaire très pertinent qui dit que la meilleure communication interne est un bon management, des évaluations motivantes et de bonnes rémunérations. Sans ces fondamentaux, la com ne peut rien. Et moi, je partage complètement ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a bien évidemment, j'appelle plus ça de la com interne, du coup, mais j'appelle... Pardon ? Non, je t'en prie, parce que je vois la personne qui a fait le commentaire. D'accord. Et, du coup, une connexion personnelle. D'accord. Elle est très fière, elle a une connexion personnelle avec toi à cet instant, Hervé. Génial. Donc merci bien. Donc je suis complètement d'accord. Je pense que le management est un élément clé, bien évidemment, de la com interne et de l'état de vie et de la qualité de vie au travail, bien évidemment. Je pense que la com ne veut pas tout, bien évidemment. Il faut travailler ça, et c'est pour ça que moi, plutôt que de com interne, je préfère plutôt parler d'embarquement de collaborateurs, de parler de pédagogie, de ce genre de choses, plutôt que vraiment de com interne. Et je me permets juste, j'en ai vu d'autres commentaires, mais je pense que vraiment, il faut, à mon sens, mais c'est ma conviction profonde, c'est qu'il faut voir le message. Quel message vous voulez communiquer et à quelle cible? L'expertise après, c'est de réfléchir à ce message-là et quelles sont les cibles que je peux avoir avec ce message. À mon sens, c'est vraiment là. C'est là où je parlais de faire sauter le clivage interne et externe. Après, bien évidemment, il y a des compétences. Vous avez probablement... Alors,
je suis peut-être très riche dans mes équipes et j'en suis très heureux, mais une direction artistique, vous avez des gens des relations presse, mais à partir du moment où vous êtes le sachant du message, que vous l'avez bien travaillé avec votre client, vous pouvez vous relayer l'information et vous appuyer sur des fonctions qui sont au sein de votre direction, qui sont sur comment est-ce que je peux travailler ce message pour le répondre à mon journaliste, mais comme je connais le message, je markete mon message. Enfin, voilà, c'est vraiment ce sujet qui est important et à mon sens, l'avenir pour moi, il est là. Voilà. On est toujours sur les classiques, hein, le bon message au bon moment, à la bonne personne, sur le bon support. Toujours les classiques. Eh ben ça, c'est une belle conclusion. Oui, je voulais juste rajouter sur l'histoire, parce que ça, on l'a tous vécu, hein, c'est-à-dire la communication interne cosmétique et les managers qui font autre chose. Ça, c'est catastrophique. Effectivement, c'est pas la communication, c'est pas de la cosmétique, c'est pas un truc qu'on rajoute pour faire beau et pour avoir une bonne image. Si le management ne suit pas, faut commencer par ça. En fait, hein. C'est pour ça que très souvent, d'ailleurs, la communication interne a été rattachée au RH. Il fallait que ça entraîne tout le monde. Mais si le management ne suit pas, vous vous stoppez, vous arrêtez, vous dites bon, d'abord, on siffle la fin de la récré, on se met tout le monde est en rang, et ensuite on fait une com interne cohérente et qui colle à la réalité de l'entreprise. On a tous connu en tant que communicants une dissociation entre ce qu'on disait en interne et ce qui se faisait véritablement dans la boîte. Bon, généralement, ça se passe pas bien, hein, et socialement, c'est catastrophique. Donc ça, vous avez le pouvoir, j'ai adoré le pouvoir de dire non, vous avez le pouvoir de dire non à des managers qui font qui sont en divorce total par rapport aux valeurs que vous portez en interne. Et vous leur dites, bon, on pose le crayon, et tant que c'est pas aligné, on ne communique pas. Ça, c'est votre rôle à vous. Vous êtes stratégique dans la boîte. Véritablement. Donc une fonction stratégique, alignement des messages, alignement avec les valeurs de l'entreprise et alignement entre les services comme internes, comme externes et marketing. Un grand merci à vous, un grand merci pour ce débat passionnant.